Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Basket Session River. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On est ensemble avec Shai, on va décrypter un peu ce qui s'est passé justement au niveau basket, avec bien sûr évidemment l'Eurobasket féminin qui s'est terminé ce week-end avec la victoire de la Belgique 64-58 contre l'Espagne. La Belgique sacrée championne d'Europe. Pour la France, c'est la troisième place. Victoire contre la Hongrie 82-68 en match de classement pour la médaille de bronze. La France qui avait perdu contre la Belgique en demi-finale. Chaque globalement un euro assez faible, n'ayons pas peur de le dire. À l'exception peut-être de la finale, le niveau n'était pas extrêmement élevé sur cet Eurobasket. Et pour la France, on peut aussi le dire, c'est une déception de finir troisième. On peut plus se contenter de médaille de bronze, on peut plus juste savourer une médaille. Et il y avait quand même d'autres objectifs, même si l'équipe, tu t'en parleras sans doute, a été un peu chamboulée, enfin a été rajeunie, était très jeune. Quelle impression quelle impression tu gardes de cet Euro pour l'équipe de France? Alors, comment dire, pour l'équipe de France, paradoxalement, le résultat est très 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 logique parce que et en même temps c'est un échec. C'est ça qui est difficile à accepter, c'est-à-dire que avec tout ce qui s'est passé avant, avec la composition de l'équipe, la préparation, tout ça, je veux dire, c'était logique d'être peut-être moins ambitieux que d'autres années, sauf que paradoxalement, comme je l'ai dit, la Fédé et le staff ont fait en sorte de dire que il y avait pas d'autre solution que le titre et que c'était justement pour les ambitions de titre à l'Euro et pour les JO qu'il y avait ces fameuses décisions dont on a parlé un million de fois, sur lesquelles on ne va pas revenir. Et donc, finalement, c'est une place très, très logique de troisième parce que les deux équipes qui ont fini devant, la Belgique et l'Espagne, ont été infiniment meilleures sur toute la compétition. Une compétition qui, comme tu l'as dit, en dehors de ces deux équipes-là et de cette finale, a été un peu décevante en termes de niveau de jeu, et ça inclut l'équipe de France, qui, en dehors du match contre le Monténégro, et par rare séquence contre les Belges, et bon, le match contre la Hongrie, ça a été une promenade de santé, mais il y a un écart de niveau important entre les deux équipes, donc c'est pas étonnant. À part ça, le niveau de l'équipe de France a été, on peut le dire, mais très médiocre. Il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été impliqués dans cette aventure, des cadres qui n'étaient pas là, une identité de jeu très, très douteuse, on va dire. Quand tu vois justement la Belgique et l'Espagne qui ont des stratégies bien établies et qui jouent un basket et divertissant, et défensif, et offensif, enfin vraiment très, très complet. Ces deux équipes ont mérité d'être là, et moi je suis personnellement super content pour la Belgique, ça fait des années qu'elle pratique le meilleur jeu, je trouve, en Europe. Et c'est beau que cette génération-là soit récompensée. Il y a une petite touche française en plus, le coach Rachid Méziane, qui faisait partie du staff de Valérie Garnier et qui n'avait pas été conservé après, qui remporte le titre. Des joueuses qui jouent en France ou qui ont joué en France, Emma Messman, qui est peut-être la meilleure joueuse européenne à l'heure actuelle, qui a commencé en France. D'autres joueuses qu'on finit dans le 5 majeur de la compétition, Julie Vandelot qui joue à Montpellier, Julie Allemand qui joue à Lasvel. Enfin bref, c'est une superbe équipe que j'invite à regarder pendant les prochains JO. Je pense qu'elles seront encore très divertissantes. Et l'Espagne, l'Espagne que nous on n'arrive pas à battre en finale, et que les Belges pour leur première finale contre elle arrivent à battre. Donc c'est une petite satisfaction pour les fans français. Et puis pour revenir à l'équipe de France, j'attends de voir ce qui va se passer, honnêtement, parce que oui, parce qu'il y a eu des réactions, notamment de Sandrine Gruda après. C'est ça, au micro de Marie Patrux, elle disait clairement que tout le monde devait se remettre en question, y compris le sélectionneur. En gros, tactiquement, ça n'avait pas été fantastique. Et ça, de toute façon, en regardant les matchs, je veux dire, il y a eu des errements de tous les côtés. Les filles ne savaient pas forcément au niveau des attaques. Quand tu vois justement jouer la Belgique, l'Espagne et même d'autres équipes, tu as l'impression que c'est de l'improvisation en équipe de France. Finalement, que c'est un peu... elles sont confrontées à des choses qui sont pas préparées, et forcément ça se voit sur le terrain. Sandrine Gruda a dit que tout le monde devait faire mieux, sélectionneur y compris, et tu sentais qu'elle se retenait même un petit peu, qu'elle voulait en dire plus que ça. Donc avant l'Euro, le staff de l'équipe de France, Jean-Aimé Toupane, Céline Dumer, ont dit qu'ils allaient assumer. Mais alors de quelle manière? Parce que tu es médaille de bronze. Tu parles de titre et tu termines troisième. C'est ça, sauf qu'ils ont déjà commencé, la narration a déjà commencé sur le. Bah oui, on perd contre le futur vainqueur. Une médaille, ça se jette pas, ça se refuse pas. C'est quand même une bonne performance, etc. Puis après, il y a les blessés. C'est vrai, Iliana Rupert se blesse en cours de compétition, mais c'est une joueuse importante, mais c'est une jeune joueuse. C'est pas sur elle que repose toute la compétition. Et je vais même aller plus loin. Je suis pas certain qu'avec Marine Johannes, qu'avec Gabby Williams, qu'avec Iliana Rupert pas blessée, je suis pas certain qu'on batte les deux équipes qui sont arrivées en finale. Voilà. Après,
C'est ce que j'allais te demander. J'allais te demander, est-ce que tu penses qu'au complet, il y avait la place? Parce qu'au final, la défaite en demi, alors, faut pas se fier évidemment au score, mais Mm. ça se termine sur 4 points, 67-63, même si la Belgique était devant. Tu te dis, quelque part, ça passe pas si loin. Tu te dis, il y a potentiellement la place Mhm. en fait, Bah, d'aller au moins en finale. il y a la place parce que sur le terrain, il y a quand même des joueuses, on a des joueuses d'un niveau très élevé qui ont l'expérience de ces rendez-vous-là. Et les Belges ont fini le match complètement cramé alors qu'elles ont mené de 10 points pendant tout le match minimum. Donc, si par séquence, les Bleus, elles ont encore enfin, c'est des joueuses d'un très très haut niveau qui ont fait des finales, qui ont gagné des. Enfin, donc, c'est pas illogique d'être pas trop loin au score. C'est juste que l'impression laissée, il n'y a pas de maîtrise et il n'y a pas de style de jeu très défini, c'est tout en fait. Donc oui, il y avait la place, mais je pense quand même que quand t'as pas de, ouais, je reprends ce terme d'identité, quand t'as pas les certitudes qu'ont les autres équipes, enfin c'est la logique qui est respectée. La troisième place, c'est logique, c'est le niveau de l'équipe de France aujourd'hui avec les joueuses qu'il y avait là, et même avec les cadres, je sais pas s'il y aurait pu avoir ce qu'il fallait. Ça, certainement, ces individualités sont énormes. Johannes, Williams, c'est très fort. Et il y a eu d'autres absentes, hein, mais bon, voilà, moi, je ressors avec ce sentiment-là, sur que je suis absolument pas surpris. Et tu peux regarder tous les gens qui en parlaient, tous ceux qui suivent vraiment à fond, s'attendaient en fait à cette contre-performance. Euh, il y a des choses, tu vois, même sur les cas individuels, des joueuses comme Alexia Chartereau, qui est super importante dans l'équipe, qui joue 15 minutes par-ci, 15 minutes par-là. Quand elle joue, elle est bonne, elle est impliquée. Et là, enfin, elle joue très peu. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui sont très très curieuses et je me demande maintenant ce qui va se passer. J'ai pas l'impression que le staff décide de partir malgré les injonctions de début de compétition. Il Ouais, y a les après JO cette qui demande de arrivent. compète. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et regarde, le truc c'est qu'on va dire oui, mais là elles vont pas changer un an des JO, tout ça. Mais les Belges ont changé de coach quoi, 2-3 mois avant la compète. Elles ont gagné le titre. Donc c'est En fait, c'est voilà. dommage que la France a un réservoir impressionnant en termes de talent. C'est le point Et, positif, ça, la jeunesse. Hein. La jeunesse sur la ouais, compète a été vraiment bien. Les Janelle Salin, bon, Marine Fotoux qui était déjà là, Lélia Lacan, et même après des filles qui n'étaient pas là pour blessure haute, voilà, il y a du talent. Ça, il n'y a pas ouais, de il y souci. a un réservoir et un vivier énorme, mais après, tu as raison, il faut trouver cette espèce d'identité, construire autour de ça, et pas juste se dire, bon, bah, on aligne des bonnes joueuses, puis Mm. elles vont lire le jeu. Enfin, t'as l'impression d'être 15 ans en arrière, quoi. Bah, c'est toujours ça. Après, sur la compète précédente, même s'il n'y avait pas eu de médaille, il y avait des choses positives. On s'était dit, ah, Toupane, qui n'a jamais coaché une équipe féminine, hein, qui avait coaché que des équipes de jeunes chez les gars, c'est pas, mine de rien, c'est quand même un facteur important. Et puis parfois, dans la communication, dans toutes ces choses-là, ça se voit. Il y a quelques limites. Et je ne remets pas en cause ses compétences de coach à proprement parler. Je veux dire, c'est un bon coach, il a déjà fait des choses intéressantes, mais voilà, je me demande ce qui va se passer. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose qui va se passer parce qu'on est en France et que c'est la Fédé qui est la même depuis des années et qu'en plus, enfin, c'est un monument qui est installé au poste de GM maintenant, Céline Dumer, ça va être dur aussi de faire quoi que ce soit, je pense. Donc on peut que souhaiter que toutes les cadres reviennent et qu'il y ait une union sacrée pour les JO dans quelques mois. Voilà. On suivra évidemment tout ça. On va passer, on va refermer le chapitre équipe de France féminine. On va retourner un peu sur la NBA. On va parler évidemment de la free agency et des rumeurs parce que c'est un peu ce qui rythme l'actualité NBA pour le moment. Et notamment du côté de Phoenix, on apprend que DeAndre Ayton normalement devrait rester. Je pense que c'est une bonne chose pour les Suns de conserver Ayton, même si c'est peut-être leur seul joueur susceptible de leur ramener deux bons joueurs de rotation dans un trade. Mais voilà, Phoenix se dirigerait a priori vers l'option garder DeAndre Ayton et essayer de recruter autour des trois monstres que sont Bradley Beal, Kevin Durant et Devin Booker. Je cherchais. Et Devin Booker. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Shai? Est-ce que tu penses que c'est plutôt une bonne solution? Est-ce qu'il a l'air. Bah, du coup, tu n'auras pas ton trade avec Indiana que tu appelais de tes voeux depuis. Mais je pense qu'Ayton est quand même très fort, quoi. Ça vaut le coup de tenter d'essayer au moins parce qu'il a quand même un profil qui est normalement adapté enfin, qui est fait pour s'adapter aux jeux de ces trois-là. Donc, lui, c'est plus quelle est son envie, quelle est sa détermination, c'est toujours la question. Mais à partir du moment où il est sous contrat, ça vaut le coup de démarrer la saison comme ça, quitte à bouger après. Alors, je fais une pause parce qu'on a une alerte en ce moment. Théo nous prévient
On va peut-être Ouais. parler de ça rapidement, mais Ouais, je pense qu'on peut même bifurquer sur ça. voilà, Victor Wembanyama qui ne jouera pas la Coupe du Monde. Voilà, Je la suis très breaking news. surpris. Je t'avoue que je suis très surpris. Bon, après, quelque part, il a eu une longue saison. Il a une longue saison qui l'attend. Je pensais vraiment qu'il la jouerait. Parce que je Ouais. pense que les Spurs lui ont mis aucun. Enfin, là, du coup, on ne sait pas pourquoi il ne la joue pas. On n'a pas cette info-là tout de suite. On vient effectivement de l'apprendre en direct. Mais je ne pense pas que ce soit les Spurs qui lui aient mis un stop. Du coup, c'est peut-être lui qui se dit bon, je vais préparer au mieux ma saison NBA et mettre le paquet sur la NBA et garder la priorité pour les JO. Mais j'avoue que je pensais vraiment qu'il Moi la aussi. jouerait. Moi aussi. Et puis en plus, tu avais fait un pari sur les prestations de Wembanyama dans la late session. Donc, Exactement. Mais du coup, pari annulé. Paris annulé, au moins, je suis sûr de pas. Pour ceux qui n'avaient pas suivi sur Twitch, j'avais parié qu'il terminerait meilleur marqueur de l'équipe de France sur la compétition. Pas de la compète, hein, mais de l'équipe de France. Ouais. Et du coup, j'avais un maillot de Karl Anthony Towns à acheter pour le chat et si jamais ça n'arrivait pas. Donc, je suis bien soulagé. Anton a fait jouer ses réseaux pour que Victor décide de participer à la Summer League plutôt qu'au mondial. J'avoue être assez surpris, mais quelque part, voilà, quand on y réfléchit, très longue saison qui vient de terminer, très longue saison, pas seulement sur le terrain, mais aussi en termes d'émotion. Je veux dire, ça, on l'a bien vu d'ailleurs au moment de la draft. Je pense que le moment où il pleure, tout ça, enfin, où il est ému, c'est aussi une manière de relâcher la pression après des mois. Voilà, tu vas à Vegas, tu joues des trucs, tu es attendu, c'est constamment au centre de tout. Tu prépares ça, mais en même temps, tu joues avec Boulogne-le-Valois, vous allez jusqu'en finale. Là, il y a la Summer League. Il a à peine le temps de se reposer. Il est sollicité partout pour toutes les interviews. Il a déjà le traitement LeBron James C'est ça. niveau médiatique, sans avoir joué une seule minute en NBA. Il doit préparer son corps. Bon, quelque part, ça a du sens de ne pas jouer cette Coupe du Monde. Visiblement, il a accordé un entretien à l'équipe et à Yann Onona qui paraîtra dans la journée, où il explique. Juste les termes pour l'instant, c'est des décisions difficiles mais irrévocables. Donc, c'est effectivement, je pense, pour bien préparer sa première saison et pas arriver cramé. Il sait qu'il a une pression et des attentes gigantesques. Donc, c'est dommage pour nous, pour l'équipe de France. Mais bon, il y aura d'autres rendez-vous. Hein. On sait qu'il sera là longtemps, il n'y a pas de problème. Bon, pour les ambitions, c'est un peu. Voilà. Oui, parce que, en fait, mine de rien, c'est une Coupe du Monde où il y a la place, pour le coup. Je trouve que l'équipe de Team USA, je le trouve faible, le Team USA. Bah oui, alors, toute proportion gardée, hein. Mais par rapport à d'autres années, c'est vrai. Enfin, je me dis pas que là, c'est les Américains qui vont être en reconquête après. Je crois qu'ils finissent 7e ou 9e. 7e, la dernière Coupe du Monde. Là, je les vois peut-être faire à peine mieux, mais je suis vraiment pas sûr que ça gagne. Ouais, là, on a vu le groupe se compléter ce week-end, le 11e sur les 12, Paolo Banchero qui a été shippé à l'équipe d'Italie. Non, mais c'est bien, sur le plan des jeunes, quand on regardera cette équipe, peut-être que 10 ans plus tard, ce seront des cadres de l'équipe et qui seront les Jaren Jackson Jr., tu vois, seront peut-être que des All-Stars et tout ça, mais là, pour l'instant, c'est une équipe jeune et il n'y a toujours pas cette superstar qui fait que Team USA gagne à chaque fois, même quand l'équipe est moyenne. Pas de Kevin Durant. Donc, il y a effectivement de la place, t'as raison. Hein. Peut-être que je les sous-estime et que les Américains vont mieux s'entendre que ce que je pense, mais c'est pas tant. Alors oui, tu as raison, déjà, il n'y a pas la superstar. Et souvent, ça compte pour les Américains parce qu'ils n'ont pas le temps de se préparer. Et justement, c'est ça mon deuxième point, c'est que souvent, eux, ils arrivent sans vrai principe de jeu. Après, on verra, il y a toujours un bon coach. Avant, c'était Coach K, après Greg Popovich, maintenant Steve Kerr. On verra ce qu'ils vont proposer. Ils sont quand même capables de gagner la compète, hein, faut pas se mentir. Mais si les sélections européennes venaient vraiment au complet, je pense que cette équipe des États-Unis ne gagne pas. Bon, voilà, maintenant, on voit que la France, il va manquer Victor Wembanyama. J'imagine que d'autres équipes, la Serbie, je ne suis pas sûr qu'ils soient au complet non plus. Enfin bref, on verra ce que ça va donner. Ouais, mais oui, grosse nouvelle. La place. Du coup, bon, Ayton, on revient très brièvement sur Ayton. Ayton, du coup, qui ne sera pas transféré. Tu as commencé à parler de l'envie, je te rejoins. C'est ça, en fait, le truc le plus important, c'est est-ce qu'il a la motivation pour vraiment... Parce qu'il y a un vrai défi du côté de Phoenix. Tu as une équipe armée pour le titre, mais il va falloir faire des efforts, des sacrifices, et lui encore plus. Maintenant qu'il se retrouve 4e option, il va devoir être obligé de combler toutes les brèches, il va devoir se concentrer essentiellement sur la défense. Les rebonds, ça doit devenir un aspirateur à rebonds. S'il est prêt à faire ça, j'ose espérer que le staff a quand même sondé un peu Ayton avant de prendre ses décisions de ne pas le transférer. Après, ça peut être aussi une manière de faire grimper sa valeur et sa cote sur le marché. Faut voir pourquoi il était mécontent, en fait, c'est ça le truc. Est-ce qu'il était mécontent parce qu'il n'était pas assez exposé ou alimenté en attaque,
ou est-ce que c'était juste d'ordre relationnel avec Monty Williams? Auquel cas, peut-être que Frank Vogel va remédier à ça, qu'il y a un nouveau gros joueur qui arrive. Mais dans tous les cas, ça vaut le coup d'essayer au moins. Il est toujours tradable avant la deadline. Tu peux tout chambouler si le démarrage n'est pas aussi bon qu'espéré. Mais sur le papier, normalement, ça peut marcher. On l'a vu, la saison où ils vont en finale, ces playoffs, ils sont très très bons. Il fait ce que tu disais justement, de la concentration sur la défense et il transformait ce qu'il avait comme opportunité. Donc oui, ça me semble pas illogique de tout de suite le trader. Je pense qu'il a pas demandé un trade. Lui aussi, peut-être qu'il a envie de voir ce que ça peut donner. S'il peut choper une bague avant d'être transféré dans un endroit où il est plus exposé, ce serait dommage de s'en priver, quoi. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec toi. On va faire un dernier petit mot sur Nasri, d'une première signature, parce que bon, la free agency n'est pas encore commencée, mais il y a déjà eu une signature, une équipe qui garde un de ses joueurs et donc qui peut se permettre de le prolonger dès maintenant. C'est Minnesota qui prolonge Nasrid pour 42 millions sur 3 ans. Ça fait donc 14 millions la saison pour Nasrid, qui a montré des très belles choses l'an dernier en cours de saison. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Shai? Qu'est-ce que ça t'inspire alors du coup? Je pense que les gens qui regardent pas trop les Wolves, et il y en a beaucoup, même si avec Rudy, on peut peut-être qu'avec Rudy, il y en a un peu plus qu'on regardait, mais ceux qui n'ont pas regardé vont peut-être se dire, mais attends, Nasrid, je le vois sur les box scores, c'est pas un titulaire, c'est pas des stats démentielles, mais alors par contre, quand tu regardes les matchs, il est hyper important, c'est l'energizer, il impacte les deux côtés du terrain, c'est le genre de role player qui font que tu as une équipe qui tient la route. Surtout dans une équipe qui peut manquer d'équilibre comme Minnesota. Bon, 14 millions la saison, c'est bien pour lui, hein, c'est bien payé. L'an dernier, il se blesse en fin de saison et ça fait très très mal aux Wolves. Surtout qu'il était très très fort à ce moment-là. Voilà, je dis pas qu'ils auraient fait un run de fou en playoff, hein, mais il était vraiment très très bon et très important. Il amenait du liant là où c'était compliqué entre les deux bigs, entre Rudy et Kat, où c'était pas toujours simple. Et quand Kat a été blessé, Nasrid a fait vraiment un travail énorme. Donc c'est bien pour les Wolves de garder quelqu'un qui connaît la maison et qui a des atouts qui peuvent permettre d'être un peu plus ambitieux cette année, peut-être si tout fonctionne bien. Ouais, c'était le troisième. Il n'y a que Embiid et Jokic qui marquaient plus en points par minute après le break du All-Star Game. Juste sur Reed, c'est un bon deal. Je pense que vaut mieux le re-signer que le perdre juste bêtement, parce que de toute façon, lors de la free agency, il aurait eu des meilleures offres. Donc là, au moins, pour 14 millions, tu le gardes. Tu pourras toujours prendre une décision plus tard, savoir est-ce qu'on transfère lui, est-ce qu'on transfère un autre pivot, parce que du coup, il y a 3 pivots dans l'effectif. C'est 3 des 4 meilleurs joueurs, des 4 joueurs les mieux payés des Timberwolves, et c'est 91 millions investis la saison prochaine sur des pivots. Donc ça fait beaucoup d'argent. Mais je pense quand même que ça reste la bonne idée, parce que de toute façon, si à un moment il y a un transfert de Kat ou de Gobert, tu as toujours Reed qui est là. Ou si ça marche bien, Kat et Gobert, tu peux toujours transférer Reed qui a un bon contrat qui sera facile à échanger. Et s'il y a une blessure de l'un des deux, il peut prendre le relais. Il sera là. Je pense qu'il est trop limité pour être vraiment titulaire en NBA. Il y a quand même des limitations défensives, mais ça peut faire le job, quoi. Donc, non, complètement. Mais de toute façon, Minnesota même si ça paraît compliqué de les imaginer faire un run de fou, ils ont de la marge, justement. Tu parlais des trades, si ça fonctionne pas et qu'ils en viennent à se dire que Rudy et Kat c'est pas possible, ils ont cette option de trader l'un des deux, ils sont encore sous contrat, ils peuvent plaire clairement à d'autres équipes. Ils ont de quoi récupérer et reconstruire autour d'Anthony Edwards, qui me paraît être le seul vraiment intransférable de l'effectif. Lui et Jaden McDaniels, je pense, c'est les deux. McDaniels aussi, c'est vrai que c'est le noyau dur en fait de Timberwolves, et limite ça atténue d'ailleurs je pense tout ce qu'ils ont payé pour Gobert, c'est de se dire bon, de toute façon on a Edwards et McDaniel, donc on a déjà une base, quoi. C'est ça. Après, est-ce que ça va fonctionner? Je sais pas s'il y aura une révolution. Enfin, c'est le même coach, c'est quasiment le même effectif pour l'instant. Je suis curieux de voir. Parfois, c'est rare que les mêmes recettes se mettent à fonctionner très différemment, alors qu'il n'y a pas eu de changement majeur. Donc, alors qu'en plus la conférence Ouest se renforce dans tous les sens. Ouais, donc, c'est ça. Bon, on suivra ça évidemment cette saison. On va se laisser pour aujourd'hui. On se retrouve évidemment demain de toute façon pour un CQFR, et aujourd'hui il y a un podcast, si je ne dis pas de bêtises, on est lundi, donc comme tous les lundis, un podcast sur la chaîne Basket Session. N'hésitez pas à mettre un commentaire, on voit qu'il y en a de plus en plus, ça nous fait plaisir. On essaye de répondre d'ailleurs,
de participer avec vous dans le chat. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de sujets, de podcasts ou quoi que ce soit, des idées de vidéos, n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas à le mettre. On suit ça avec attention. Et voilà. Et nous, du coup, on se retrouve tout à l'heure pour le podcast et demain pour un nouveau CQFR. Salut à tous. Ciao. Ciao.